Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre cette table ronde organisée par l'équipe de Bleu Héron. Une table ronde qui regroupe des acteurs de la chaîne du livre. Alors, cette table ronde fait suite à l'atelier d'écriture qui s'est déroulé hier soir et qui a été animé par deux auteurs de la maison présents ce soir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler que Bleu Héron est une maison d'édition associative à compte d'auteur qui s'est enracinée dans le paysage terrain en 2019 grâce à Gaëlle Leport, également éditrice aux éditions Le Grimoire et la Plume. Sont présents ce soir deux auteurs ayant chacun semé leur petite graine pour donner naissance au recueil Rencontres, une anthologie de 4 nouvelles parues l'année dernière dans la collection Ensemble de Bleu Héron. Alors, Stéphane Paco, auteur de la nouvelle Les Voyages de Tantale, et Christophe Kunzi, auteur de la nouvelle Thérapie d'un inadapté, tous deux membres du collectif Polyphème, nous viennent tout droit de Suisse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur de littérature et d'histoire dans un lycée technique, Stéphane est également musicien à ses heures perdues. Amateur de théâtre, il a déjà réalisé quelques mises en scène également. Quant à Christophe, l'informatique n'a plus aucun secret pour lui, puisqu'il est informaticien. Si je ne me trompe pas, vous êtes également chanteur et écrivain. Vous avez plongé dans l'univers de la science-fiction grâce à Isaac Asimov. C'est juste. Nous accueillons également Héloïse Marquier, correctrice indépendante originaire d'Arnes, qui a d'ailleurs participé à la correction du recueil Rencontres. Tout à fait. Passionnée de littérature et d'édition, elle suit actuellement un master métier du livre à l'université de Rennes et propose bénévolement ses services à l'association. Tout à fait. Bonjour à tous. Petite parenthèse, les deux autres auteurs qui ont participé au recueil Rencontres n'ont pas pu assister à l'événement ce soir. Nous saluons donc très chaleureusement Goliathus, donc c'est son nom de plume, et Juan Miguel Bail dos Passarinos, qui est aussi conteur d'histoire pour la Musardine. Voilà, donc nous allons commencer cette table ronde. N'hésitez surtout pas à poser des questions dès maintenant. Nos invités se feront un plaisir d'y répondre à la fin. Pour commencer, tout simplement, Stéphane et Christophe, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots vos nouvelles qui sont parues dans le recueil Rencontres? Oui, Stéphane, ou vas-y. Alors, d'accord, je commence. Ma nouvelle s'appelle Les Voyages de Tantale. Il s'agit ça part d'un pitch assez basique en fait, puisque c'est une sorte de duel de regard. Vous savez un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette, entre un homme statue, ces gens qui sont dans la rue, ces artistes de rue qui prennent une pause un peu particulière comme ça, et un passant qui, on l'apprend dès le début, a pour objectif de en fait tuer cet homme statue. On sait pas pourquoi. Et donc ça va se passer entre le passant qui essaie de comprendre comment cet artiste de rue fait pour rester immobile, et l'artiste de rue en question. On va plonger en fait dans ses pensées à cet artiste de rue. Donc il aura sa propre voix pendant la totalité de la nouvelle. Et on va voir tous les voyages justement intérieurs qu'il fait pour résister aux tentations, comme Tantale justement de la mythologie grecque. Voilà. Merci. Alors, et ma nouvelle s'appelle donc Thérapie d'un inadapté, et ça raconte l'histoire d'un jeune adulte qui sort d'une simulation de toute son enfance, c'est-à-dire depuis sa naissance en fait jusqu'à l'âge adulte. Et l'idée de cette simulation, c'est de le préparer en fait à la vie active, en lui préparant une simulation idéale pour que ce soit en fait l'adulte parfait quand il rentre dans la vie active. Malheureusement, dans cette simulation, il fait la rencontre de l'amour en la personne de Nora, qui est une simulation, mais il ne peut pas se détacher de cet amour qu'il a pour cette Nora, qui est a priori une création, une simulation. Donc Nora est aussi d'ailleurs un acronyme pour dire que c'est la narration, je ne me souviens plus, narration relationnelle, onirique. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas vraiment une personne. Et donc il entre dans le monde actif, et la première chose qui va se passer, il va être confronté à la vie, et il ne pourra pas se détacher. Donc on va l'emmener
à l'hôpital chez un thérapeute, et ça commence avec le dialogue avec le thérapeute qui lui dit en fait, il faudrait peut-être revenir dans la réalité. Dans la réalité, Nora n'existe pas, l'amour est encore là dans ce monde actuel, et il faut absolument que vous passiez cette étape de déni, quelque part. Hein. Ça parle beaucoup des émotions, du déni, de l'acceptation, comment on fait face à quelqu'un qui meurt. En fait, cette personne, cette Nora, finalement, est morte, n'a jamais existé, et comment on accepte, comment on fait le deuil d'une personne. D'accord. Alors, quand vous désirez répondre à un appel à texte, qu'est-ce qui jalonne le processus créatif? Avez-vous une ou des méthodes bien à vous, voire même un petit rituel d'écriture? Vas-y seulement, Christophe, alors. Alors, le rituel, moi j'ai effectivement des rituels. Je travaille donc à 80% et donc j'ai 20% de temps libre. Et ce 20% de temps, la majorité du temps, je le prends pour écrire. Donc quand il y a un appel à texte, c'est les mercredis. J'y réfléchis déjà. Donc c'est-à-dire si l'appel à texte m'inspire ou pas, je vais rentrer dans des idées, je vais les noter. Et puis ça se construit un peu comme un patchwork. Donc il y a des idées qui viennent et puis je les laisse en fait mûrir. Donc le mercredi pour moi c'est aussi un moment un petit peu, je vais dire méditatif. Donc le rituel en fait souvent d'ailleurs c'est le matin je me plonge dans un bain et puis je laisse le temps en fait, je médite un petit peu et puis je laisse les idées venir. Donc s'il y a un appel à texte qui est là, ok, rencontre, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et puis je laisse les vapeurs de bain comme ça me donner l'inspiration. C'est un petit peu mon rituel. Ok. De mon côté, j'ai pas. Enfin oui, j'ai aussi des rituels d'écriture, mais par contre, c'est pas le bain du tout. C'est aussi 1 à 2 fois par jour. Hein. Je préfère écrire par vraiment par petits bouts, au lieu de me dire tiens, cette journée-là en entier, elle est dédiée à l'écriture. C'est toujours enfin il y a 1 heure par jour à peu près environ pour lequel j'écris. Et là les appels à texte, il faut vraiment que ce soit inspirant effectivement. Et alors à l'instar de Christophe, je vais aussi mettre des notes et puis après je vais faire un plan, surtout vraiment un déroulé en cherchant. Moi j'aime bien les chutes aussi un peu où je vais en fait. Et puis après j'ai mon squelette et puis petit à petit je mets la chair à certains endroits, je mets des organes, puis à la fin je mets la peau, puis à la fin je maquille le tout. Voilà. Donc ça se fait vraiment en construction, on va dire arborescente et puis pas linéaire. D'accord. Alors Héloïse, tu fais partie du comité de lecture de Bleu Héron. Tu as peut-être eu l'occasion de découvrir ces textes en avant-première. Eh oui. Alors comment se déroule une première lecture, ce qu'on appelle couramment en fait bêta-lecture? Alors en fait, là, dans le cadre d'un appel à texte, donc on avait des consignes. Il fallait que le texte mette en scène une rencontre. Donc déjà, le premier critère, lorsqu'on lit le texte, c'est est-ce que cette rencontre est bien là? Est-ce que le texte répond à ce que l'éditeur avait demandé? Il y avait également une contrainte en termes de longueur. Donc on regarde si le texte rentre dans les clous. Et puis ensuite, dans le cadre d'une bêta lecture, où là on était tout un comité, ça marche un petit peu au coup de cœur aussi, où chacun a lu soit tous les textes, soit juste quelques-uns et a fait quelques retours sur un document partagé qu'on avait. Et on avait une fiche de lecture à remplir aussi, qu'on remettait ensuite à l'édition et le choix se faisait en fonction de la majorité en fait. Les textes qui avaient été le plus appréciés ont été retenus pour le recueil. D'accord. Alors, Christophe et puis Stéphane, en attendant, que ressentez-vous quand vous soumettez un texte un peu à des inconnus, à des professionnels de l'édition? Quelles questions vous posez-vous à ce moment-là? Je commence. Ouais. Moi, je dois dire que j'essaye aussi d'oublier un petit peu que j'ai proposé ce texte. Parce qu'évidemment, on est un peu dans l'attente et ça peut durer assez longtemps. Et je dirais même que j'ai pas forcément, et là pour le coup, j'avais pas forcément l'espoir d'être sélectionné. Déjà, j'étais parti dans l'idée de dire, voilà, j'ai une proposition, ma proposition c'est celle-ci, c'est dans le thème, et je pars pas forcément dans l'idée, c'est quand la réponse, est-ce qu'ils m'auront sélectionné. Je pars carrément de l'idée que je vais pas être sélectionné en fait, et je pensais franchement pas être sélectionné en plus dans cet appel à texte.
parce que je me suis dit, j'ai fait des choses qui étaient pas contre nature, mais qui n'étaient pas forcément dans l'idée directement. Je me suis dit, rencontre, ça va pas être de la science-fiction. Donc voilà, je me suis dit, je fais quelque chose qui me plaît, et puis la réponse arrivera quand elle arrivera. J'ai des appels à texte, ça peut durer presque une année, donc voilà, j'oublie que je l'ai fait en fait. Je passe à autre chose. Ça, c'est un peu mon approche. Alors, en ce qui me concerne, c'est exactement la même chose, hein. Surtout, comme l'a très bien dit Héloïse, comme du fait que ça marche au coup de cœur, ben on est conscient, quand on est dans l'expectative d'attendre cette réponse, on est conscient qu'il y a de fortes chances pour que ce soit juste pas sélectionné, parce que peut-être ce sera pas de chance, quoi. Le texte n'a pas touché la bonne personne au bon moment, mauvais timing, voilà quoi. Donc non, on n'est pas en attente tous les jours sur notre mail en disant ah mince, il faut absolument qu'on reçoive une réponse. Alors, non, effectivement, c'est pas tellement le mood, je crois. Mais alors, quand vous recevez le mail tant attendu qui vous annonce que votre manuscrit a été justement retenu, alors là, qu'est-ce que vous ressentez également à ce moment-là? Ouais, alors ce qui est assez intéressant, je vais me permettre de parler pour Christophe et moi-même, c'est comme on fait partie du même collectif, en fait, enfin d'un collectif d'auteurs et d'autrices qui propose pas mal de textes aux appels à textes. Il arrive souvent qu'on soit plusieurs, en fait, à écrire. Ben là, c'est ce qui a été le cas pour Rencontre, hein, qu'on soit plusieurs à écrire pour le même appel à texte. Ce qui fait que comme en général les réponses aux appels à texte arrivent en même temps pour tout le monde, donc tout à coup on est un peu enfin on s'échange des messages en disant ah ouais t'as reçu la réponse, non pas encore, mais je vais voir ce soir, j'ai pas le temps d'aller voir maintenant. Enfin, donc il y a plus ce jeu en fait qui est très bon enfant, et en même temps on est aussi heureux quand des amis du groupe sont aussi sélectionnés, même si nous on ne l'est pas. Mmh. Ouais. Et alors vous écrivez, ou peut-être que Christophe, tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Ouais, je voulais peut-être juste dire un truc. Effectivement, c'est vrai qu'il y a ça, on fait partie de ce collectif, donc on s'écrit des messages, ouais, trop bien. En plus, ça c'est exceptionnel aussi ici dans ce cas-là, parce que il y a 4 textes et puis il y en a 2 de chez nous, de notre collectif, donc c'est assez, assez incroyable. Mais il y a aussi, effectivement, moi je suis hyper heureux, quoi. C'est vrai que c'est génial. On dit, ah, il est sélectionné, c'est extraordinaire. Comme en plus, comme je l'ai dit avant, je l'attends pas spécialement. Je me dis, waouh, incroyable. Et puis après, il y a aussi quand on reçoit la couverture, hein, vous dites, ah ouais, c'est beau, ça va être dans un écran, ça va être dans un livre. Moi, j'ai un deuxième plaisir aussi quand je vois la couverture. Moi, en plus, c'est vraiment une très belle couverture, accessoirement, je trouve vraiment beau. Et puis après, quand on reçoit aussi après le livre, on dit, ah, c'est incroyable, c'est beau. Donc c'est un peu il y a 3 effets qui se coulent, si je peux dire. C'est sélection, l'image du recueil, et puis après le recueil quand on l'a dans les mains, donc c'est super. Et puis peut-être le 4e encore quand on dit, ben voilà, est-ce qu'on l'offre par exemple à ses amis ou à ses parents. C'est vraiment, c'est génial. Voilà. D'accord. Et alors, vous avez déjà écrit, vous avez écrit d'autres textes auparavant, donc vous avez dû envoyer multiples manuscrits à d'autres maisons. Est-ce que vous avez déjà reçu des réponses surprenantes auxquelles vous ne vous attendiez absolument pas? Alors, Ouais, comme ça, vraiment surprenante. Ou peut-être que ça a toujours été très... Ouais, c'est vrai qu'on a un ami du groupe qui a reçu une réponse surprenante, on peut le saluer ici. C'était déjà quoi cette histoire? le Québécois, c'est Oui, ça ou bien? ouais, il le sélectionnait pas parce que il prenait pas les textes, je crois, en québécois. Alors qu'en fait, La critique, si je me trompe pas, c'est qu'il avait c'était une syntaxe québécoise, quelque chose comme voilà, ça, effectivement, ce qui était étonnant. Il n'est pas du tout québécois, non, cette personne. Donc, c'est Oui, surprenant. effectivement. mais non, en tout cas, moi j'ai jamais eu de réponse vraiment surprenante. Mhm.
Moi, je trouve les réponses surprenantes, c'est quand on nous accepte. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est absolument. Enfin, voilà, ça surprend. Enfin, moi, ça me surprend à chaque fois. Puis quand la personne fait des commentaires du style, j'ai beaucoup aimé votre texte, ça m'a touché, ou puis on se dit, ah, bah, alors c'est génial. Enfin, voilà, ça, c'est plaisant. Et C'est une c'est, certaine pour moi, forme de à chaque fois reconnaissance surprenant. aussi. Mm. Pardon? C'est aussi une certaine forme de reconnaissance pour, voilà, pour Ouais. tout le. C'est quand même des heures de travail, souvent, Oui. l'écriture d'un texte. Mm. Oui, totalement. D'autant plus que c'est vraiment très grisant en fait de se dire que quelqu'un l'a lu. Bon, je pense que il doit y avoir des écrivains et écrivaines en herbe qui nous regardent, mais clairement, c'est vraiment un travail où on est seul devant notre page et puis on écrit. C'est vraiment un travail un peu de solitaire. Et tout à coup, savoir que quelqu'un a lu, en fait, et pas simplement lu en croix en se disant, ah tiens, il a écrit quelque chose, mais l'a lu, on va dire, je mets des guillemets, mais intelligemment, en se disant, ah oui, mais est-ce que ça entre dans le cadre, est-ce que ça marche pas, tout ce que disait Héloïse tout à l'heure aussi, c'est grisant, en fait. Comme les critiques, en fait, aussi, hein, des fois, il y a certains sites qui font des critiques de certaines publications, et c'est très plaisant, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, si je peux encore rebondir, même les critiques négatives, c'est-à-dire, enfin, se dire que la personne a lu et a fait une critique, a fait cet effort, moi, Bon, voilà, je dis ça, mais j'ai pas vraiment eu la critique négative, je dis ça. Parce que je pense à Yozone, par exemple, qui est une plateforme qui fait des critiques souvent des livres comme Gandhar et des livres, voilà, des revues comme AOC, Par comme exemple, Gandhar et d'autres, et qui font justement cet effort. Il y a quelqu'un qui vraiment lit, puis dit, ah ben voilà, ce texte, je l'ai bien aimé, etc. Ou pas, mais je me dis, ah ben, cette personne-là a pris le temps de lire, de faire une critique, de faire ce travail, ou bien sûr Babelio, hein, on en a eu d'ailleurs une sur un certain Régis 80, en plus je sais le pseudo, oui, qui a fait une super critique, et on dit, ah bah voilà, il y a quelqu'un qui l'a lu, qui a lu en entier, qui fait des commentaires dessus, et ça d'ailleurs c'est même, je dirais, assez rare, il n'y a pas beaucoup de gens qui font cet effort, voilà, sur des gros livres, oui, parce que Joël Dicker ou autres, voilà, mais pas sur des petites revues comme ça, donc ça c'est vraiment super. d'ailleurs, ce qui est assez intéressant avec le recueil, justement, Rencontre, c'est qu'il y a une préface signée donc par Joël Blanchet, qui est une sorte de petite histoire qui va dans laquelle, enfin, qui va englober les quatre nouvelles en fait, mais de manière très métaphorique. Et ça aussi, c'est très grisant parce que on voit que la personne a lu la nouvelle, enfin les nouvelles, et puis elle se les réapproprie et on ressort quelque chose en fait. Ouais. Alors, une fois que le manuscrit a été accepté, il y a tout le processus éditorial qui se met en route. La phase correction s'avère très importante. Héloïse, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle, tes missions? Concrètement, comment se déroule cette étape? Alors oui, bien sûr. Donc moi, mon travail, en fait, c'est donc de faire une correction d'abord orthographique, donc pour chasser toutes les fautes d'orthographe, pour rendre un texte propre. Et puis après, il y a aussi une seconde lecture qui vise à, j'ai envie de dire, améliorer, mais c'est pas sans aller jusque-là, c'est vraiment chasser tout ce qui est stylistiquement parlant un peu maladroit. Donc on a parfois des auteurs qui ont des tics d'écriture, donc qui reviennent, des bouts de phrases qui reviennent souvent, des répétitions, ce genre de choses. Et quand on écrit, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on est un lecteur extérieur, en fait, ça marque quand on a plusieurs fois dans la même page ou dans le même chapitre un mot ou une expression qui revient, ça se voit. Donc le correcteur, il est là aussi pour essayer de repérer ces petits bouts qui accrochent et essayer de proposer des reformulations. On fait ça aussi pour tout ce qui est utilisation fautive des mots. Des fois, les auteurs pensent que tel mot exprime telle chose, et puis en fait non, si on regarde la définition dans le dictionnaire, c'est une faute qui est souvent commune, que tout le monde fait, mais qui reste fautive. Donc c'est aussi notre travail à nous de vérifier que les bons mots sont utilisés au bon moment. Et puis voilà, ça tourne essentiellement autour de ça. On vérifie aussi tout ce qui est ponctuation. Donc il y a des choses, des règles typographiques, notamment par rapport à la taille des espacements qui n'est pas la même devant 2 points, qui n'est pas la même devant un point d'interrogation par exemple.
Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui se voient pas forcément, mais qui servent à nettoyer le texte et à le rendre le plus propre possible en fait. Alors, auteur et correcteur se retrouvent quand même étroitement liés. Vous en avez fait l'expérience tous les trois. Si vous parliez un petit peu de cette relation auteur-correcteur que vous avez eue grâce au recueil Rencontres. Par exemple, comment se déroulaient les échanges Alors, les échanges, enfin, alors, je peux commencer, hein. Les échanges se sont très bien déroulés. En fait, bon, il y a vraiment un vrai travail au niveau d'édition qui a été fait là. Donc, si je me souviens bien, j'ai reçu d'abord un premier texte de Héloïse, justement, c'était mon texte commenté. Alors, ce qui est assez drôle, alors, je sais pas si c'est la même chose pour Christophe, hein, mais chaque fois que je suis avec quelqu'un qui corrige un texte, il prend toujours des pincettes en disant oui, mais de toute façon, c'est vous qui avez le dernier mot, etc., etc. Alors qu'en fait, ce qui est, en tout cas, ce que Héloïse disait là par rapport à mon texte, c'était ultra pertinent. Hein. Effectivement, il n'y a pas de question de dernier mot quand il y a une répétition un peu moche ou quand il y a une erreur orthographique. Ben voilà quoi, c'est pas. Je trouve, je pense que ça doit être difficile. Alors après, c'est vrai qu'on n'est jamais discuté avec toi, Héloïse, directement comme ça, mais je pense que ça doit être difficile de te retrouver face à des auteurs qui peut-être parfois acceptent mal que leur texte soit retouché. Je sais pas. Oui, ça paraît. C'est vrai que souvent j'ai remarqué, il y a une certaine différence entre les auteurs qui ont déjà été publiés et qui sont un petit peu plus âgés, et avec les jeunes auteurs qui n'ont jamais été publiés et qui ont un peu parfois une sacro-sainte idée de l'édition et qui pensent qu'ils remettent leur manuscrit, on imprime le livre et voilà. Alors Ouais. que non, il y a un vrai travail, et souvent les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience en édition se braquent très facilement sur dès qu'on touche un petit peu au style ou des choses comme ça. C'est des choses qui ils sont pas forcément familiers avec ça, et ça passe moins bien. Donc c'est quand vous dites on prend des pincettes, oui, c'est notre métier, c'est aussi de la diplomatie pour essayer de vraiment toujours rester sur le ton de la suggestion en fait. Enfin, nous on est là pour améliorer le texte, on n'est pas là pour nuire à l'auteur, on n'est pas là pour prendre sa place. Donc tout ce qu'on veut c'est améliorer le texte. Et après si l'auteur refuse nos suggestions, bah, effectivement le texte lui appartient, donc il en fait ce qu'il en veut quoi. Mais c'est vrai, du coup, c'est vrai que moi je suis aussi d'accord avec Stéphane dans le sens où c'est vrai qu'on doit, moi je suis aussi friand de ça, il faut que les gens, Mm. pour moi c'est vrai que les critiques de style, bon, je suis déjà attaché, je pense à ça, hein, les répétitions, le style, de faire un texte qui est bien, puis bah voilà, je suis affaire à d'autres gens qui m'ont fait des retours aussi sur les textes, et puis c'est évidemment précieux, quoi. L'objectif de la correctrice ou du correcteur, c'est le même que l'auteur, on veut atteindre Oui. quelque chose qui est le meilleur de ce qu'on veut. Donc c'est vrai, mais c'est vrai il y a de l'ego, hein, parce que c'est notre texte, c'est un peu notre bébé, et puis il y a quelqu'un qui vient et me dit ouais, il est pas mal, mais Ouais. un petit peu par là, faudrait peut-être couper. Puis ça peut tout de suite être voilà mal pris. Enfin voilà, je comprends. Hein, il faut être bienveillant, il faut dire Oui. voilà, je vous dis ça, et puis c'est une suggestion. Puis c'est vrai que c'est la bonne approche, mais je pense autant que Stéphane que moi, bah, comme ouais, peut-être c'est peut-être l'âge, peut-être une forme d'expérience où c'est évident que moi je les prends vraiment pas mal, quoi. Je me dis ah mais Mm. super, effectivement c'est pertinent. Qu'est-ce que je peux changer? Ah ouais, il faut que je le change. Mais bien sûr toujours en réfléchissant, est-ce que ça va aussi dans le sens de ce que j'ai envie Oui. de dire, parce que ça Oui, bien sûr. m'arrive. Bah avec Stéphane, comme on est dans ce groupe aussi Polyphème d'écriture collective, en fait, on est habitué aussi à ce process. En fait, on envoie déjà notre texte entre nous, on se le corrige, et puis bon, on n'est pas forcément non plus hyper sympa aussi entre nous. Nous, on y va franco, si je peux dire. Et puis, c'est bien, quoi. On accepte ça. Ça nous permet justement de nous élever. Ouais. Alors, en tant qu'auteur, est-ce que vous vous imaginez du coup pouvoir vous passer d'un correcteur? Moi, je pense pas. Alors, enfin, je suis sûr que non, de base, mais plus qu'un correcteur, mais si on doit donner un conseil, hein, alors après, je sais pas si on est là pour ça, mais moi, je donne le conseil à tous les auteurs, autrices, de se faire relire, en fait. De se faire relire beaucoup de fois par des personnes différentes, pas forcément par des personnes
qui nous aiment bien, ou des gens de la famille qui vont dire ah c'est super ce que tu écris, mais des personnes qui vont justement, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, remettre en question certaines choses. C'est assez important. Et puis l'autre conseil que je donne, c'est aussi la relecture. Alors bon, après on a la chance ou pas de pouvoir faire ça, mais à haute voix. Ça c'est vraiment super. Et quand c'est pas notre voix, hein, quelqu'un d'autre le relit à haute voix. Et là, tout à coup, on a le fameux gueuloir de Flaubert, hein, donc l'effet lecture à haute voix, mais puissance 1000, parce que c'est quelqu'un d'autre qui prend en charge cette voix. Et nous, en tant qu'auteur, il nous suffit d'écouter et puis de nous dire ah mais là ça sonne pas, ou là ça sonne bien, ah ça c'est super, mais j'ajouterais ça, ou là je comprends rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait au secours? Voilà. Mais je pense pas qu'on puisse se passer d'un relecteur. Et à part ça, les grands auteurs, les auteurs célèbres, ils sont relus 1000 fois aussi. Hein. Ouais, puis je pense aussi à d'autres recueils aussi. Par le passé, j'ai eu d'autres expériences avec des maisons d'édition où justement on voyait qu'il n'y avait pas ce travail précisément de correcteur en fait qui venait derrière et qui repassait à travers vraiment le livre pour redonner aussi la qualité au texte. Et c'est triste parce que quand on loupe des coquilles et des grosses coquilles, c'est vraiment dommage, quoi. Justement, cette étape, non, je pense qu'on ne peut pas se passer ni de, comme l'a dit Stéphane, mais aussi de quelqu'un qui refait ce travail de correction derrière pour le recueil, quoi, qui revoit la totalité. Non, ça c'est pour moi essentiel. Ouais, aussi. D'accord. Et alors, au cours de ce travail qui a été réalisé sur le recueil Rencontres, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a le plus marqué à tous les trois? Alors, je peux commencer si vous voulez. Moi, ce qui m'a marqué, c'était que c'était ma première expérience professionnelle. Alors même si c'était bénévole, c'était en dehors de mes stages prévus dans ma formation et tout. C'était la première fois en fait que je contactais un éditeur en disant ben voilà, je fais des études d'édition, je corrige, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et l'éditrice, donc Gaëlle, m'avait répondu oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc elle m'avait confié ce texte. Donc pour moi, ça représente beaucoup parce que c'est le premier et que ça m'a lancé. Et en fait, je me suis dit, c'était quelque chose que je faisais bénévolement. Et en fait, non, ça va devenir mon métier parce que j'aime ça et j'ai envie de faire ça toute la journée, quoi. Donc pour moi, c'était ça qui était vraiment marquant. Ouais, moi, si je peux dire quelque chose qui m'a marqué, c'est finalement la maison d'édition Bleu Héron en général. C'est-à-dire que c'est vrai j'ai fait ça déjà plusieurs fois. Il y a eu des textes qui ont été publiés de moi dans d'autres maisons d'édition, mais là, ce qui moi me marque, c'est ce soir, quoi. C'est ce soir et hier. C'est-à-dire que le vrai suivi avec les auteurs. Et on sent qu'il y a chez vous, en fait, dans l'association, une volonté d'être proche des auteurs et de leur donner vraiment de la place et ouais, voilà, de les mettre en lumière. Ce que j'ai pas forcément vu ailleurs. Donc ça, c'est ce qui me marque, en fait, finalement, maintenant. Alors, que dire d'autre là-dessus? Parce qu'effectivement, c'est assez génial. Moi j'avais été marqué par le professionnalisme, mais je savais pas que, enfin, je le savais, mais au moment où, Oui. je discutais avec Aloïs pour le texte, je savais pas que c'était son sa première correction. Et c'est vrai que j'avais vraiment trouvé ses commentaires très pertinents. Et alors, après, j'ai été surpris de retrouver ce message sur Instagram, mais je lui avais écrit un message à la fin, en Oui, fait, oui. on a travaillé, en disant que, ben voilà, j'avais trouvé pertinent toutes ses remarques, et puis que son travail, enfin, c'était très professionnel. Je me rappelle plus quand j'avais tourné ça, mais Oui, c'était oui, c'était quelque vraiment chose comme ça. pensé, hein, c'était pas, c'était pas en l'air. Euh, donc oui, c'est un échange que j'ai trouvé hyper intéressant. Oui, et puis, enfin, pour en revenir à ce retour, c'est très important pour nous aussi parce que on n'a pas la même dimension créative que les auteurs, mais on est quand même seul devant notre ordinateur à faire nos corrections et souvent, on n'est pas en relation directe avec les auteurs. En général, ça passe par le fil de l'éditeur et en fait, on sait pas.
souvent, on ne sait pas si nos corrections ont été acceptées, si on a eu les bons réflexes à certains moments. Alors, on a des éditeurs qui nous envoient les livres une fois qu'ils sont parus. Alors, moi, je m'amuse toujours à reprendre mon fichier, à regarder qu'est-ce que j'avais suggéré, qu'est-ce qui a été accepté. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours ce retour-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment une pépite, ce mail, vraiment. D'accord, bah, avec plaisir. Alors, j'aimerais avoir votre avis. Quand un livre est publié, on parle quand même surtout de l'auteur et de la maison d'édition, moins, enfin, voire même pas du tout du correcteur. Selon vous, pourquoi le correcteur qui accomplit un énorme travail, faut l'avouer, reste autant dans l'ombre encore aujourd'hui? Est-ce que vous avez une petite idée, un avis à partager tous les trois? Ouais, bah, si vous voulez, je peux commencer si vous voulez en faisant juste un petit parallèle. Tout à l'heure, vous avez dit que Christophe était également chanteur. C'est ce qui se passe, c'est la même chose pour la musique. Hein. Je veux dire, dans un groupe, par exemple, le frontman, c'est le chanteur, tout le monde le regarde, tout le monde chante avec lui, ah, il est beau, etc. Et puis on oublie assez souvent le gars qui a la batterie derrière, qui a 20 ans de maîtrise, celui qui est à la basse. Et on oublie aussi celui qui est derrière la régie, sans qui ça marcherait pas, et l'éclairagiste qui crée les effets de lumière, sans qui le show serait vraiment moins classe. Donc voilà quoi, il y a le travail c'est toujours un peu ça, hein, il y a le travail de l'ombre et le travail de la lumière. Hein, c'est un peu en même temps c'est aussi une fatalité, hein, quand même. Après si on accepte, est-ce qu'on accepte tout ça, c'est ça l'idée. Et moi, peut-être si je peux dire aussi quelque chose par rapport aux textes qui sont reçus ou qui sont publiés. On a des fois l'opportunité dans certaines revues de faire une partie biographique où on dit des choses par là, qu'est-ce qu'on a fait avant, et puis se présenter un petit peu. Et alors moi, je fais quelque chose qu'on m'a déjà décrié, on m'a dit mais c'est pas bien ce que tu fais, Christophe, parce que je note toujours les personnes qui ont relu mon texte. Alors c'est pas la correctrice vraiment du recueil, mais c'est des gens qui m'ont relu et qui ont fait des corrections. Et je me dis à chaque fois effectivement, j'ai envie de les remercier en fait pour ça. Donc j'ai envie de leur donner aussi un peu plus de place. Mais ça, on peut pas toujours le faire puisque des fois c'est juste le texte il est publié et l'auteur n'a pas la possibilité encore de rajouter un petit truc. Moi j'aimerais bien remercier telle et telle personne quand même pour ça, mais voilà, c'est peut-être un peu dommage. Moi je trouve effectivement toutes les personnes qui ont participé à l'ouvrage, en tout cas avoir leur nom, c'est voilà, ou des remerciements à quelque part, ça me paraît normal. Donc voilà. Oui, donc si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, je pense qu'il y a aussi une espèce de mythe autour de l'auteur est parfait, il sait écrire mieux que tout le monde, et un auteur, ça fait pas de faute. Donc en fait, pourquoi, on n'y pense pas, c'est un métier qui est pas connu parce qu'on se dit, c'est l'auteur qui fait pas de faute, c'est un professionnel de l'écrit, il maîtrise tout, donc il n'y a pas besoin de relecture. Et je pense que c'est ça un peu qu'il faut casser auprès des lecteurs, puis des gens tout simplement qui ne connaissent pas ce milieu-là, c'est que non, il y a tout un travail et ça concerne pas que le correcteur. Il y a aussi le maquettiste qui va mettre en page, c'est lui qui va faire toutes les choix de présentation. En fait, les choses que nous, pauvres mortels, on voit pas. Mais un choix de police, un choix d'interlignage, c'est tout ce qui fait le confort de lecture et qu'on ne voit pas non plus. Donc ouais, l'édition, c'est vraiment plein d'intervenants qui sont là et qui travaillent dans l'ombre, oui, c'est ça, pour faire du livre le meilleur objet possible, en fait. Et puis, qui sont au service de l'auteur, qui, lui, apporte le texte. Et nous, on est là pour le peaufiner et le rendre beau. Alors en tout cas, nous pouvons affirmer qu'auteurs et correcteurs ont un énorme point commun, c'est l'amour de la langue française ici en l'occurrence. Alors vous trois, auteurs comme correcteurs, qu'est-ce qui vous horripile le plus dans la vie de tous les jours lorsque vous lisez d'autres textes, que ce soit des textes littéraires, des articles, voire même des messages sur les réseaux sociaux?
Non, moi j'ai un petit tic. Bon, ça fait un peu psychopathe, hein, mais c'est-à-dire que des fois dans les textes, on trouve des apostrophes qui ne sont pas typographiques. C'est-à-dire qu'une apostrophe, elle doit être courbe. Et parfois, alors c'est lié à un bug informatique, hein, elles sont droites, et on appelle ça une apostrophe mécanique. Et quand j'en trouve dans des textes, alors c'est un truc que j'aurais été incapable de voir il y a 3 ans de ça, mais alors maintenant, je ne le supporte plus. C'est vraiment, ça saute aux yeux, quoi. C'est un petit tic, une petite déformation professionnelle. Stéphane, tu vois, nous. Mais alors je vais vous décevoir, mais moi je suis pas du tout à cheval sur ça. Alors, je suis évidemment un amoureux de la langue, mais du fait que mon métier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est enseignant. J'ai l'habitude de lire plein de choses, de plein de personnes différentes. Et mais vraiment, hein, aussi dans mon entourage, je vis là-dedans. Et vivre là-dedans, c'est accepter aussi que voilà quoi, il y a il y a diverses manières de s'approprier la langue, diverses manières de jouer avec la langue, diverses manières de respecter la langue, diverses manières par exemple. Là, oui. Donc c'est quelque chose qui, enfin moi j'ai vraiment pas du tout de tic. J'essaye de corriger quand je corrige les gens. C'est ça. En général, je me tais. D'un coup, quelqu'un fait une erreur de français, puis là je fais, mais en fait non, je me tais. Et voilà quoi. Non, non. Puis j'en fais aussi plein. Et il y a vraiment pas de, ouais, il y a pas de jugement en fait. Moi, ouais, vraiment, je prends tout ce qui est écrit. Je vais trouver génial. Des fois, c'est peut-être un peu, c'est peut-être ça mon tic. Moi, je peux répondre. Et juste, je vois qu'il y a aussi des questions, en fait, une question en commentaire. Je sais pas si on la prend. On a dit qu'on les prenait peut-être à la fin, mais À la je sais fin, pas ouais. si. Ouais. Ok. Peut-être je voulais dire quelque chose là-dessus parce qu'en fait, moi, en termes d'orthographe et de grammaire, j'étais un cancre. À l'école, en français, enfin voilà, si j'étais avec Stéphane Paco, il m'aurait peut-être baffé tellement j'étais mauvais. Non, justement pas. Voilà, j'étais très mauvais en orthographe grammaire et puis c'est même un truc qui m'a presque créé des complexes parce que c'est vrai, comme a dit Héloïse, hein, finalement on lit des gens, ils sont parfaits, ces gens-là sont parfaits, ça peut même bloquer parce que on ose écrire quelque chose et on ose finalement faire des fautes. Et donc moi je peux vraiment pas, il y a des gens qui sont là, ah mais il a manqué une virgule dans le texte là, j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que la virgule n'était pas là. S'il y avait eu la virgule j'aurais compris, mais là. Et il y a des gens qui sont aussi focalisés sur ces aspects d'orthographe et grammaire. Moi aussi finalement pas du tout parce que justement je suis pas bon, je fais des erreurs, donc je me permettrai pas non plus. Voilà, donc moi c'est aussi ok. Même, voilà, je ne vais pas m'offusquer que quelqu'un a fait une faute d'orthographe et de grammaire, même si, voilà, si elle est vraiment énorme. Non, c'est non. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui rêvent d'écrire, qui veulent se lancer dans la rédaction d'une nouvelle ou d'un roman? Cette question vaut aussi pour la correctrice, bien sûr. Est-ce que je veux commencer, Christophe? Si tu veux que Ouais, je peux commencer. Peut-être je rebondis sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire Vas-y. que une des premières choses qu'il faut faire, c'est il faut le faire. Mhm. Allez-y, quoi. Ça, c'est un premier conseil. Moi, j'ai entendu pas mal de gens qui disaient, ouais, j'écris un truc, mais j'ose pas le montrer parce que, voilà. Mais non, non, ose, vas-y. Bah voilà. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Au pire, la personne dit, voilà, justement, c'est truffé de fautes d'orthographe, il y a ça. Mais voilà, ça permet de progresser. Et en fait, le risque, par exemple, d'y aller, de tenter, d'envoyer un appel à texte, bah, c'est quoi? C'est d'avoir un retour. Tout d'un coup, au pire même, c'est un bon retour. Ça serait incroyable. Tout d'un coup, on est sélectionné dans un appel à texte. Et là, c'est la bonne surprise, hein. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi aussi la première fois. J'ai envoyé le texte un peu comme un essai, un appel à texte, en disant, bah, je regarde. Et puis finalement, le texte a été sélectionné. Donc là, voilà. Et là, je me suis dit, si on essaye, bah, tout d'un coup, on peut être récompensé. Alors que s'il y a des gens qui peuvent peut-être écrire pendant 20 ans dans leur coin, puis ils disent, j'ose pas te montrer ce que j'ai écrit, de peur que tout d'un coup, tu dises, bah, c'est peut-être pas aussi bien que je le pensais. Mais non, il faut aller à la critique, il faut s'ouvrir. On parlait avant de chanter, de faire de la musique, c'est aussi s'exposer. Il faut s'exposer au regard de l'autre. Et voilà, ça c'est, je pense, le premier conseil, quoi. Écrire, lire,
puis y aller, quoi, y aller à fond. Et peut-être aussi un truc que j'ai encore envie de rajouter là-dessus, c'est si je prends par exemple ce texte rencontre, j'ai écrit quand même plusieurs textes et j'ai remarqué que ceux qui ont été sélectionnés, c'est ceux qui venaient vraiment où je me suis dit je fais ce que j'ai envie de faire. Et derrière, effectivement, derrière le jury, comme a dit Stéphane avant, peut-être ça leur plaît pas, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est si on met vraiment notre tripes dedans. Et là, pour prendre l'exemple de rencontre, j'ai fait quelque chose avec justement une transcription. Et ça se fait pas. Et moi, je le savais que ça se fait pas. C'est-à-dire, on fait des dialogues ou on fait. C'est pas un format qui est finalement, j'allais dire, autorisé un peu. Ça se fait pas trop. C'est de la science-fiction sur un truc de rencontre. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, en fait, rencontre, c'est juste un prétexte. J'ai envie d'écrire un truc sur une rencontre, et une rencontre qui a pas lieu justement, hein, parce que finalement, c'est ça toute l'histoire. Il y a la rencontre, mais on la vit pas cette rencontre. Donc en plus. On parlait avant d'être dans le sujet, mais je t'ai limité un peu hors sujet si on veut, parce que finalement on la voit pas cette rencontre, elle est passée, c'est déjà avant. Et je me suis dit, je m'en fiche, c'est ce que j'ai envie de faire, je vais jusqu'au bout. Et c'est ça, à mon avis, c'est mon conseil, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Et le thème du concours ou de l'appel à texte, c'est un peu c'est un prétexte. Évidemment, il faut être dedans, il faut respecter les règles qu'on donne, sinon ça sert à rien. Si j'écris un texte qui est pas sur une rencontre, mais sur complètement autre chose, c'est sûr, si je l'envoie, ça va marcher. Mais c'est égal, quelque chose qui matche avec la demande, mais qui est de soi-même, du fond de ses tripes. Je crois que c'est très bien. C'est très bien. Voilà, c'est vraiment les deux points. Hein. Je veux pas redire exactement la même chose. Euh, faites-le, allez-y, montrez, exposez-vous, faites-vous relire, faites-vous lire à haute voix, faites-vous lire à voix basse, partagez ça et attendez-vous à la critique. Le conseil 1, reformuler, on va dire. Puis le conseil 2, c'est effectivement, c'est vraiment oser. Peut-être un des soucis aussi que je rencontre lorsque j'ai par exemple des étudiants ou des personnes qui sont intéressées par l'écriture, ils disent, en fait, il y a un certain complexe qui naît parce que, voilà, quand on lit beaucoup, puis on lit des choses incroyables. Et on se dit, mais moi, je vais jamais réussir à faire ça. Et là aussi, il y a quelque chose à mettre en avant, il faut oser, il faut se dire, ok, moi, je vais écrire comme ça, de cette manière-là. Euh, c'est vrai que le texte de Christophe est un excellent exemple. Après, on peut aller chercher dans l'histoire littéraire des exemples comme ça, mais il y en a plein. Hein. Des bouquins qui sortaient, au moment où ils sortaient, la critique était unanime pour dire non mais c'est n'importe quoi, c'est écrit au passé composé, qui fait ça et tout, et puis à la fin ça donne un des plus grands classiques de tous les temps. Je parlais de l'étranger, je pense que vous aviez vu, mais je pense qu'il faut oser, puis il faut aussi oser écrire avec sa propre voix. Hein. Si on a envie d'écrire en jeu, au présent, avec le langage de la rue, j'en sais rien, hein, qu'on le fasse. C'est vraiment, il faut s'approprier aussi ce plaisir, pas seulement la langue, mais le plaisir d'écrire. Puis là, si je peux aussi, tu dis plaisir, c'est ça aussi la clé, c'est le plaisir. C'est le plaisir d'abord dans l'écriture, parce que après, on est sélectionné, on peut sélectionner, mais il faut, parce que sinon, voilà, les gens vont probablement le sentir. En tout cas, il faut le faire parce qu'on on en a envie, hein, parce qu'on ne fait pas pour la célébrité justement. Ouais. Et toi, Héloïse Je sais pas si je pourrais vraiment ajouter quelque chose à ça, si ce n'est que, oui, comme vous dites, je pense effectivement que les appels à texte sont de très bons exercices, puisqu'on a, pour les gens justement qui ont peur d'exposer leur imaginaire, leur monde ou quelque chose, ça met quand même des clous, des limites. On se dit, bon voilà, je te donne ce sujet et à partir de maintenant, amuse-toi, fais ce que tu veux avec. Donc je pense que ça peut aussi être un beau moyen de commencer à montrer, peut-être en se cachant un petit peu derrière cette consigne, mais en l'utilisant pour pouvoir sortir en fait de ce cocon dans lequel on s'enferme quand on écrit. Une autre vertu des appels à texte, ça reste la deadline. Hein. C'est Oui, que aussi. souvent on a une deadline, on dit voilà, il faut avoir écrit pour temps. Et puis combien de personnes disent ah moi j'ai trop envie d'écrire, j'écris, mais en fait ils font d'autres choses. Tandis que là, si tout à coup il faut rendre pour le 25 janvier un truc, on doit rendre pour le 25 janvier un truc et on ne veut pas dire j'écris. Il faut vraiment que ce soit terminé et fait. Il faut s'organiser et puis il faut y aller. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. On va peut-être passer aux questions
des auditeurs. On a notamment Joël. Donc, je vous lis la question. Est-ce que les nouvelles ont été écrites pour l'appel à texte ou est-ce qu'elles étaient déjà écrites et ont été adaptées aux critères de l'appel à texte? Alors, tu veux commencer, Stéphane? On doit Dévoiler dire, l'information. on doit dire la vérité là ou... La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, je peux commencer, ouais. Comment dire Non, cette nouvelle n'était pas déjà écrite, mais par contre, l'idée était déjà là. En fait, je travaille depuis un petit moment sur un recueil de nouvelles qui sont toutes interconnectées. Ça s'appelle Le Décalage. C'est 2 fois 6 nouvelles. C'est sous la forme de La Ronde. Je ne sais pas si vous voyez la pièce de théâtre de Arthur Schnitzler. En fait, il y a chaque fois il y a un soldat qui est avec une prostituée au début, puis après il y a la prostituée qui est avec quelqu'un d'autre, donc il y a soit de la prostituée, après il y a une petite séquence avec l'autre personne, etc., etc. Puis à la fin, ça revient au soldat. Là, à la base, ça faisait partie de ce processus-là. Et j'ai vu cet appel à texte, et puis je me suis dit, en fait, j'ai écrit le texte. Bon, bien sûr, j'ai travaillé dessus et je me suis dit de me dire ça va l'éprouver en fait, parce que chacune de ces nouvelles, il faut les éprouver. Hein. Donc j'ai dit ben voilà quoi, j'envoie, je regarde. Et en l'occurrence, ça a été sélectionné, ce qui veut dire que ben voilà, le projet est en pause, mais c'est pas grave, j'en ai un autre, c'est un truc de roman. Voilà. Donc l'idée était déjà là, mais c'était pas écrit, mais l'idée était déjà là. Et dans mon cas, alors la réponse ça va être oui et non. Alors en fait, j'avais écrit un tout petit texte en fait qui parlait enfin, l'enterrement de quelqu'un. Voilà. Donc c'est l'enterrement d'une personne qui est en fait une artiste. Derrière, il y a l'image en fait de moi artiste, je pense. En fait, d'une certaine manière, c'était moi à mon propre enterrement, mais moi artiste qui meurt. Et donc j'avais fait toute une tirade sur cette personne qui voit cette autre personne mourir, l'artiste qui est en moi mourir, et l'enterrement à quelque part entre guillemets parfait. Donc quelque chose d'assez sensible, assez poétique et dur à la fois. Et c'est à partir de ce petit élément que j'avais déjà écrit, je me suis dit, ah ben là-dessus, ce qui peut être intéressant justement, c'est voilà, cette personne-là, qui est-elle? Et à partir de là, c'est cette rencontre. Alors cette personne qui est un peu idéalisée, parfaite, ou l'artiste parfaite. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis dit, c'est intéressant, puisque finalement, après je me suis dit, bah, comment tourner autour de cette thématique en disant c'est une personne parfaite, c'est cette rencontre qui fait changer le personnage principal, mais cette personne n'existe pas. Comme d'ailleurs dans le texte de base sur l'enterrement, cette personne-là n'existe pas, elle est fantasmée, et c'est là qu'après j'ai commencé à réfléchir, mais si c'est une personne qui n'existe pas, comment... Et après, je suis parti sur du SI, hein, comme dans l'atelier de hier, où je me suis dit, ah, bah, tiens, SI, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait venir avant cette histoire? Et c'est là que je suis arrivé sur l'idée de la simulation. Mais le texte était donc majoritairement écrit pour l'appel à texte. C'est vraiment l'appel à texte qui m'a fait réfléchir à cette notion de rencontre, pour le coup. Alors là, on a une question pour Héloïse de Gaël. Quelle posture as-tu lorsque tu corriges? Est-ce que tu te mets à la place de l'auteur? Y a-t-il une âme d'auteur qui sommeille dans tout correcteur littéraire? Non. Moi, je me mets pas à la place de l'auteur. Je suis plutôt en mode mécanique, en fait. C'est phrase par phrase, de l'analyse. Déjà, une première lecture de la phrase pour la comprendre, voilà, savoir de où elle part jusqu'où elle arrive. Et ensuite, c'est mécanique, groupe de mots par groupe de mots. Est-ce que le sujet est bien accordé? Est-ce que ce tel mot s'écrit bien comme ça? Si je sais, c'est pas comme ça, je corrige. Si je sais pas, je vais vérifier dans un dictionnaire. Et c'est très, très segmenté, en fait. Donc, et je pense qu'il faut ça parce qu'il y a des fois, je me fais embarquer quand j'aime le texte que je corrige. Je me retrouve à lire le paragraphe et en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout réfléchi. Donc, je recommence mon paragraphe, je le reprends en séquençant vraiment et en me détachant justement de ce qui est raconté parce que sinon, on se laisse trop facilement embarquer dans la lecture, en fait. Donc, c'est plutôt une lecture analytique et j'essaie de détacher, en tout cas. D'accord. Alors là, on a une question de Sandy.
pour l'appel à texte si on n'a pas complètement fini, aussi bien qu'on le voudrait. Notre nouvelle, est-ce que vous nous conseillez de l'envoyer quand même pour faire connaître l'idée générale, quitte à proposer la nouvelle qui a continué à être corrigée s'il y a des plaies, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas l'envoyer du tout? Bah justement, moi j'ai l'impression que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pas complètement fini? Mais c'est évidemment que je pense que la nouvelle, pour vous, il faut qu'elle soit terminée, au sens où, en tout cas, il y a un début, un mieux une fin. Après, aussi bien, ouais, c'est aussi bien qu'on le voudrait. Et je pense que là, c'est ce que disait un peu Stéphane, il y a une deadline, quoi. Il faut rendre un truc. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, oui, il faut l'envoyer. C'est-à-dire que c'est ça le but de l'exercice. La perfection, de toute façon, est-ce qu'elle sera là? Est-ce qu'on arrive vraiment à une perfection? Alors, je sais pas quel type de personne c'est. Bon, si on l'a vu hier, mais en l'occurrence, à quel point la personne veut et pourrait ne jamais envoyer son texte pour finalement jamais avoir un feedback. Je pense qu'il vaut mieux l'envoyer. Derrière, sélectionner ou pas sélectionner, vous faites vraisemblablement quand même un retour. Et ça permet, puis surtout, bon, bah là, en l'occurrence, de venir simplement dans l'espace de coworking ou redemander de l'information sur le texte qui a été envoyé. Voilà, ah, ça j'ai pas aimé. Ça. Et des fois, on est surpris. Peut-être, on se dit, ah, mais c'est parce que c'est pour une raison X que le texte n'a pas été accepté. Puis en fait, peut-être pour vous, c'était pas important, mais ce qui était important, c'est une autre partie du texte. Et ça, on ne le sait pas si on n'envoie pas le texte. On peut pas avoir ce retour. Donc moi, j'ai l'impression qu'il faut l'envoyer. Ça, c'est mon avis. Alors moi, je suis pas forcément d'accord sur ce coup-là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Non, aïe, aïe, aïe. aïe, aïe, Donc ça attention. allait bien. Ça allait Non, bien mais jusque-là, Stéphane. le souci, c'est que ça arrive simplement juste de pas passer s'il n'est pas fini, hein, à nouveau, pas complètement fini, c'est toujours la question effectivement qui était posée. Que signifie pas fini? Si elle s'arrête au milieu d'une phrase et puis la fin Évidemment, n'est là. pas encore là, là il faut pas l'envoyer parce que ça va même pas passer la première sélection en fait. Euh, Par contre, enfin une chose qui peut être intéressante, c'est d'envoyer ce genre de pitch, alors plutôt directement à des éditions, pas dans le cadre d'un appel à texte, mais dans le cadre d'une édition, en disant voilà, il y a ça, il y a un résumé, il y a un pitch de base, il y a peut-être voilà quel ton, quel style je vais utiliser, et ça peut marcher comme ça. Bon, c'est difficile, hein, il risque d'y avoir beaucoup de refus. Mais un appel à texte, j'ai peur qu'il y ait même, enfin, alors, sauf si c'est Bleu Héron, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas de retour, sinon, à mon avis. Mais je sais Ça pas. s'écrit aussi bien qu'on le voudrait. Hein. C'est ça, c'est ça. Si, Moi, le texte, il est là. Si je comprends bien, le texte, il est fini. Il doit quand même être fini. ouais. Enfin, Moi le conseil que j'aurais tendance à donner à Sandy, que je salue d'ailleurs, parce qu'elle était, comme l'a dit Christophe, là, hier avec nous, le conseil, mais que je veux donner aussi un peu à tout le monde, c'est travailler en groupe ou trouver des gens qui, justement, encore une fois, qui vous relisent, qui vous critiquent. Vous pouvez aussi relire leurs textes. Et en tournant comme ça, là, par contre, c'est très pertinent d'envoyer des pitchs, d'envoyer des idées, d'envoyer des textes pas terminés, parce que ça peut apporter beaucoup. Euh, c'est vraiment essayer de décloisonner le travail d'auteur, d'autrice à un travail plus commun, justement. Justement, il y a le coworking ici chez Bleu Héron, mais voilà, faire ça, organiser ça, en fait, c'est un peu l'idée. On a une autre question du Gaël. Comment sélectionnez-vous les appels à texte? Est-ce que vous vous dites que c'est un super défi ou est-ce que vous restez dans votre zone de confort? Stéphane, ou tu. J'ai peur de lancer un pavé dans la mare. Moi, je commence, enfin, ça fait pas tellement longtemps que je fais des appels à texte, hein. En fait, ça fait depuis le début de la pandémie, quoi. Donc voilà. Euh, mais par contre, maintenant, après deux années d'expérience, je vais commencer par voir qui est à la base de cet appel à texte, parce que, en tout cas, dans d'autres groupes Polyfem, et
on ne donnera aucun nom, mais il y a quand même une liste noire, hein, c'est-à-dire d'éditeurs qui n'ont pas donné de réponse, voilà, qui ont tout à coup dit ok, on a tout compte fait, l'appel à texte, on le laisse tomber, et puis en fait les gens avaient déjà écrit et envoyé des choses. Donc là c'est clair qu'on regarde déjà aussi quand même l'édition. Et puis après oui c'est clair, ça c'est un super défi. Souvent ça, l'énoncé quand il nous enfin il peut nous motiver, il peut nous donner une super idée, et puis on dit ah bah tiens on va faire ça. Je sais pas comment toi tu fais, Christophe. Ben, disons défi, parce que finalement c'est une thématique, hein, souvent. Alors, c'est-à-dire si la thématique me parle ou pas. Si la thématique me parle pas, ça peut être effectivement un énorme défi d'aller écrire sur une thématique qui me parle pas. Mais je vais pas y aller parce que il faut que ça me parle, ou il faut que ça me travaille dans l'esprit. Et puis, c'est vrai que tous les appels à texte sont des défis en soi. Mais c'est vrai que voilà, si la thématique me dit ah ouais tiens ça c'est une thématique qui me plaît, je vais y aller. Rencontre, c'est évidemment une thématique qui est plaisante parce qu'à rencontre il y a tellement de choses qui peut, c'est hyper poétique. Alors moi ça m'a plu parce que c'était poétique aussi et parce que du coup j'ai amené quelque chose je pense de aussi poétique derrière. Après moi ouais, euh, les appels à texte, il y a aussi une question après de taille, peut-être, parce que je pense à ça, parce qu'il y a, c'est sûr que, bah là, je regardais par exemple, pour prendre de l'appel à texte, le prochain de Bleu Héron, il y a beaucoup de caractères, et puis l'appel à texte est sorti assez récemment. Du coup, c'est difficile, parce que je dis, ah ok, alors là, c'est un défi, parce que combien de mots j'arrive à faire dans le délai, et moi, il me faut, alors ça, c'est peut-être moi, bah, il me faut quand même, je pense, deux mois et demi pour sortir un texte, on va dire, de 30, 40 000 caractères. Et je suis pas assez bon pour pouvoir sortir ça très très vite. On a dans notre groupe qui sont très très rapides. Ah bam, ils sortent le truc, c'est super. Moi, j'ai besoin de temps pour retravailler le style, pour relire, pour donc là, c'est même pas. Là, c'est ouais, c'est un défi. On peut voir ça comme un défi. Est-ce que tu arrives à sortir un texte qui soit bon dans ce délai-là? Alors peut-être, d'une certaine manière, je reste dans ma zone de confort parce que si je vois que c'est pas atteignable ou que je peux pas atteindre une qualité qui me plaît, je vais pas le faire. Ouais. Alors, on a une autre question pour Héloïse, complémentaire à la précédente question. Tu ne fais pas de correction sur le texte global, sur la cohérence globale, pardon. Alors, c'est pas ce que je fais quand on me demande de corriger un texte, parce qu'en fait, ça fait aussi partie du rôle de l'éditeur. En fait, c'est l'éditeur qui travaille sur votre projet, qui va vous dire, bah, à tel endroit, je pense que ce passage-là, on pourrait le déplacer, on pourrait le mettre là. Enfin, il va plus réfléchir à la structure. Mais après, moi, c'est quelque chose que je propose en tant qu'indépendante, oui, mais c'est pas de la correction. J'appelle ça plus une lecture critique, en fait, où je vais le lire, pour le coup, en faisant totalement abstraction des fautes de syntaxe, des fautes d'orthographe. Enfin, c'est pas le sujet, mais c'est vraiment vérifier que les personnages, au début, on a dit qu'elle était brune avec des yeux bleus, vérifier qu'à la fin, elle se retrouve pas blonde, parce que souvent, il se passe beaucoup de temps entre le début de l'écriture d'un texte et la fin, où l'auteur change d'idée en cours de route. Il pensait l'avoir corrigé partout, mais en fait, non, il reste. Enfin, c'est surtout ce genre de choses, en fait, que je fais quand je fais de la lecture analytique, où c'est vraiment vérifier ça, quoi, que tout se déroule bien, qu'il n'y a pas d'intrigue qui a été commencée puis abandonnée, ou à l'inverse, qu'il y ait des éléments qui sortent, on ne sait pas trop d'où, qui n'ont pas été introduits. Donc oui, c'est quelque chose que je propose, mais c'est différent de la correction purement orthotypographique du texte. Moi aussi, j'ai une autre petite question à poser aux auteurs. Est-ce que tout simplement, où trouvez-vous vos sources d'inspiration? Est-ce que vous avez des influences, des modèles peut-être? Voilà, est-ce que vous avez été inspiré par d'autres auteurs? Stéphane Je pense ou peut-être Christophe, Pardon, Isaac d'accord. Asimov, parce que je sais que Oui, oui, alors c'est sûr que moi, bon bah voilà, moi j'écris déjà que de la science-fiction déjà.
Mais attention, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a effectivement des textes aussi classiques que j'aime beaucoup, qui donnent aussi, tous les textes, tout ce qu'on lit en fait est source d'inspiration. C'est ce que j'ai dit hier dans l'atelier, finalement c'était un peu ça. Que ce soit évidemment notre culture, nos expériences, notre vécu. Il y a parfois des séquences comme ça qui se jouent devant nous. Et puis on se dit, ah tiens, c'est marrant, ça c'est étonnant. Un dialogue comme ça, on se dit, ah mais tiens, c'est tellement perturbant, ça nous accroche. Puis le dialogue, après, on le reprend. Ou bien des questionnements plus personnels, je disais avant, par exemple, sur le deuil ou sur la mort, qui tout d'un coup nous amènent des réflexions. Puis ben, ça, c'est aussi une source d'inspiration. Puis après, évidemment, je me cache pas que j'aime beaucoup, effectivement, un certain nombre. Isaac Asimov, c'en est un parce que voilà, c'est vraiment un espèce de l'empereur de la science-fiction. Mais il y en a un autre que je trouve très intéressant. J'ai l'impression que finalement, c'est peut-être presque lui qui m'inspire plus. C'est Philippe K. Dick, parce que Philippe K. Dick, c'est comment dire, c'est très très bizarre aussi au niveau cérébral. Donc on est dans des mondes un peu, on ne sait plus si c'est la réalité ou la fiction. Et ça j'aime beaucoup aussi. Je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qui ressort aussi du texte Thérapie d'un inadapté, parce qu'on ne sait plus. C'est vrai, elle n'existe pas, c'est elle. On sait. Et moi ça évidemment, ça m'amuse beaucoup. J'aime bien travailler avec ces choses-là. Donc je pense que l'inspiration c'est presque plus Philippe K. Dick et j'ai presque envie d'aller plus encore. Parce qu'il faut savoir que Philippe K. Dick, c'était quelqu'un, il prenait un petit peu des drogues, c'était quelqu'un qui n'était pas très stable, on va dire, mentalement. Alors, j'ai pas envie d'aller dans cette dérive-là, mais je trouve son exploration du monde hyper intéressante. Et ça me donne envie, moi, d'aller chercher ou explorer des choses comme ça, qui vont peut-être faire réagir la personne au niveau cérébral, qui disent mais qu'est-ce qu'il raconte, dans quel univers il nous a amené, quelque chose qui surprend l'autre, c'est ça surtout, la surprise, amener quelque chose de neuf. Bon, alors, quant à moi, je pourrais faire du name dropping en disant, en parlant de Flaubert, de Hugo, etc. Tu me l'as pété. Alors, évidemment, voilà, je lis beaucoup de classiques de par mon métier, mais c'est vrai que finalement, moi, ce qui me fait quand même vibrer, c'est la littérature ultra contemporaine, c'est-à-dire ce qui s'écrit maintenant. Et, alors, comme l'a dit Christophe, pour moi, il y a énormément d'inspirations qui viennent de cette espèce de contemplation, en fait. J'adore d'ailleurs les écrivains qui sont des espèces de chroniqueurs plus que des écrivains. Ça c'est un petit peu mon dada. Je dirais un nom, mais c'est un nom qui va vous être inconnu parce que c'est un écrivain suisse, enfin helvétique genevois, qui s'appelle Georges Haldas, qui s'appelait parce qu'il est décédé en 2010, voilà, qui a écrit par exemple la légende des cafés ou la légende des repas ou la légende du football en fait. Et puis il va lui se poser dans un stade de football où il y a le club local qui joue contre un autre club, où il va vivre des situations dans des cafés, dans des restos, et il le décrit en fait. Il le décrit comme si c'était légendaire, comme si c'était juste incroyable, comme s'il y avait tout est dans l'hyperbole et en même temps ça part d'une petite contemplation. Ça c'est vraiment quelque chose qui moi me parle énormément. Et bah, finalement, pas mal d'écrivains sont comme ça. Et c'est vrai que ce qu'on a fait hier, ce que nous a proposé Christophe hier lors de l'atelier, tournait aussi autour de ça. Se plonger dans nos souvenirs et donc finalement contempler son propre passé ou contempler quelque chose qu'on a vécu pour en sortir quelque chose qu'on va raconter. Donc, pour moi, mes inspirations, c'est du moment où on me raconte une histoire, ou quelqu'un me raconte une histoire, je suis séduit, en fait. Ça va très, très vite. Donc, et puis, je suis un peu un boulimique aussi de la littérature. Hein. Je lis. Dès qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent, pris ou pas, enfin, voilà, je lis énormément. Donc, c'est mon kiff. Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Bah voilà, la table ronde touche à sa fin.
Merci de nous avoir suivis et surtout un grand merci à Stéphane, Christophe et Héloïse d'avoir participé. Un grand merci également à Gaëlle, sans qui les éditions Bleu Héron n'auraient jamais vu le jour. Et puis, je tiens également à remercier Gwénoline qui s'est occupée de la régie de la logistique durant toute la soirée. Voilà, donc aux éditions Bleu Héron, le travail d'équipe nous tient à cœur, comme vous pouvez le remarquer. Alors, petite information, les éditions Bleu Héron vont lancer une sorte de café des écrivains sur notre compte Discord. Voilà, donc on va organiser des discussions autour des thématiques d'écriture. Alors surtout, guettez l'information sur notre page Facebook, les éditions Bleu Héron. Nous possédons également un compte Instagram. Et puis, ce sera l'occasion aussi de suivre les aventures, d'autres aventures de notre petite famille Bleu Héron. Voilà, alors encore merci et puis surtout passez tous et toutes une très bonne soirée et surtout portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Au revoir, bonne Joséphine. soirée. Au revoir.